Bien sûr, mais je voudrais poser la question que tout le monde se pose, j'en suis sûr aussi. Est-ce que vous recevez, par exemple, donc, pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, beaucoup de manuscrits par la poste, par exemple, et est-ce que vous publiez des livres dont vous recevez le manuscrit par la poste? Je rentre directement par la première phase. La question qui fait mal. Qui suit l'écriture, qui est l'envoi du manuscrit, et je crois qu'on a été nombreux dans la salle à avoir fait cette expérience. Alors, j'ai pris des chiffres très récents, je vais me renseigner au service des manuscrits ce matin. Donc, en ce moment, on reçoit 5 à 600 manuscrits par mois. Ça fait à peu près 7000 par an. Voilà. Et on en publie les bonnes années 4 ou 5. Voilà. Merci. Voilà. Alors, évidemment, on ne fait pas 4 ou 5 livres par an. Hein. Donc, il y a d'autres canaux d'arrivée des livres chez un éditeur. Combien de livres vous faites Alors en littérature, j'ai regardé sur 2010 à 2013 pour faire une moyenne sur les 4 dernières années. On a fait 100 livres de littérature par an en moyenne, dont 25 français en fait. Ah oui. Et d'ailleurs, je suis très mauvaise en mathématiques, je vous ai dit 2 tiers, 1 tiers tout à l'heure, c'est un quart. Et ça, j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai fait en grand format. En grand format. Les 500 livres sont lus. Les manuscrits, alors donc, Attends, on va revenir au manuscrit après. Alors, donc, on publie par an, en moyenne, sur ces 5 dernières années, on a en moyenne 100 livres en édition courante, donc pas ça justement, en édition courante, en littérature, 100 livres de littérature par an, dont à peu près 25 de littérature française. Ce qu'on reçoit au manuscrit, ce n'est que du français. Hein. Les livres étrangers, d'abord ce ne sont pas des manuscrits qui arrivent, ou très rarement, ce sont des livres déjà publiés, ce qui fait que le travail de sélection sur la littérature étrangère est plus pointu, mais mieux préparé, puisqu'il a déjà subi l'écrémage d'un éditeur à l'étranger. Donc c'est moins... J'allais employer un mot horrible, mon temps en fait. C'est moins ingrat de faire une sélection parmi des livres déjà publiés en langue étrangère que au service des manuscrits. Parce que sur les 5 ou 600 qui arrivent par mois, il y en a déjà un bon tiers qui ne sont pas pour Actes Sud, tout simplement. On reçoit des recueils de poésie, enfin pas de poésie, on reçoit des mémoires d'une grand-mère qui a écrit sa vie plus pour ses enfants enfin, je veux dire des témoignages sans ambition littéraire et sans réelle valeur littéraire de fait, qui ne sont pas pour nous, qui sont peut-être pour d'autres maisons, qui sont peut-être pour le coup pour l'auto-édition, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne sont pas pour Actes Sud. On reçoit des thèses universitaires qu'on n'a pas publiées non plus. Donc sur les 5 à 600 par mois, il y a un gros tiers qui déjà, en fait, reçoit immédiatement une réponse que dans notre jargon on appelle une réponse hors champ, c'est-à-dire un courrier type qui dit merci beaucoup, mais vous vous êtes trompé d'éditeur. Alors vous devez avoir une équipe de lecteurs pour faire le tri, parce que... Alors, il y a 2 personnes qui travaillent en permanence au manuscrit, qui fonctionnent avec un roulement de stagiaires en permanence, un stagiaire, enfin, c'est pas le même toujours évidemment, il y a un roulement de stagiaires, mais il y a en permanence une personne qui aide, et puis nous avons des équipes de lecteurs extérieurs. Mais ce premier tri, vraiment le tout premier tri, il est fait par une personne des manuscrits et un stagiaire, parce qu'une fois qu'on a expliqué aux stagiaires ce qu'on publiait et ce qu'on ne publiait pas, cette première sélection, enfin ce premier aiguillage, il est fait rapidement. C'est déjà 200 livres qui sont... Alors, ce ne sont pas des livres, ce sont des textes. Justement. Justement. Donc il y a 200 textes qui sont déjà écartés. Après, alors, partons sur 600 par mois, il y en a 200 qui sont tout de suite, 200, 250 qui sont tout de suite écartés, qui reçoivent une fin de non-recevoir finalement. Ensuite, dans ce qui reste, il y en a énormément qui vont être mis de côté à la lecture d'une dizaine de pages. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche dans un texte? Alors je sais, c'est assez traumatisant quand on entend ça, et en fait, quand on le pratique, ça devient assez vite évident, malgré tout. Si vous voulez, quand on cherche un texte qu'on a envie de publier, en réalité, très vite, il y a quelque chose qui se détache, et c'est l'écriture. Je veux dire, on ne publie pas un livre parce que l'histoire est sympathique et que ça finit bien, c'est pas vrai. Ce qui intéresse, ce qui accroche, c'est l'écriture. Et l'écriture, je vous jure,
quand on a un peu de métier, un peu d'expérience, quand on est un grand lecteur, et je suis sûre que parmi vous, il y a des grands lecteurs qui savent, en librairie, en feuilletant 3 pages, s'ils ont envie d'acheter le livre ou pas. Et bien c'est pareil au service des manuscrits. On lit 10 pages et on sait tout de suite si on va le mettre sur la pile, ben non merci, ou si on va le mettre sur la pile, ça il faut qu'on regarde un peu mieux. Et ce tri-là, il est fait dans la matinée, c'est-à-dire que les enveloppes arrivent le matin, et ce premier tri de hors-champ, non, et il faut qu'on voit, il se fait le matin même. Il se fait tout de suite parce que sinon ça s'empile. Ça fait une vingtaine de livres par jour, de textes par jour. Alors attends, on a dit 600 par mois. Ben non, pas par temps, parce que samedi et dimanche, on ne travaille pas. Donc on va diviser plutôt par 25 ou 20. Ouais, ça fait une trentaine. Voilà, donc il y en a 10 qui sont recréés. Quarantaine par jour. 30-40 par jour, il y en a 10 qui sont pas devant nous, il y en a 10-15 qui sont de côté, et puis il y a les piles à voir. Et donc ces piles-là font l'objet l'après-midi au service des manuscrits. L'après-midi c'est vraiment lecture, donc on lit un peu plus toute cette pile de manuscrits qui est restée sur le côté en se disant il faut qu'on regarde un peu mieux. Et en lisant un peu plus, il y a ce nouvel aiguillage où on va se dire bon bah nous finalement non, ça tient pas à la longueur, encore une fois, dans notre jargon, on dit on fait une lecture jusqu'à, et souvent c'est la lecture jusqu'au moment où on se dit non, ça tient pas la route, ça tient pas la longueur, non finalement il tourne en rond, ou non finalement c'est monocorde et ça n'avance pas. Enfin, voilà, c'est cette lecture où on lit jusqu'au moment où on a des raisons d'être découragé et de poser à nouveau le manuscrit sur la pile de ce qu'on ne retiendra pas. Et puis, à l'issue de ça, il reste encore les finalistes, on va dire, qui sont lus jusqu'au bout, qui vont être peut-être envoyés en lecture à l'extérieur, ou qui, s'ils ont l'air vraiment très intéressants, sont immédiatement redispatchés parmi les éditrices dont on parlait tout à l'heure, donc les 6 éditrices qui faisons de la littérature française. Et alors, ce dispatching-là se fait vraiment au feeling. Je parle bien français dans cette phrase, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est pas grave, vous avez traduit. Se fait comme ça par affinité. On se dit, tiens, Marie avait publié tel livre l'année dernière, ça peut lui plaire parce qu'il y a quelque chose qui me fait penser à, ou tiens, Eva Chanel, elle aime beaucoup les textes sur cette thématique-là. Parce que finalement, ça fait des années, bon, moi ça fait pas si longtemps que je publie de la littérature française, ça fait 5 ans je crois. Bon, Eva Chanel en publie depuis 15 ans, Marie-Catherine Vachey en publie depuis 20 ans, je crois. Oui, plutôt. Donc, il y a quand même des lignes qui se dessinent que je ne pourrais pas vous lister, vous dire Marie-Catherine aime tchac, moi elle aime les Corses, oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire que tous les bouquins de Corse vont l'intéresser. Donc, c'est un faisceau de présomption, on va dire, qui fait que tel manuscrit, le responsable des manuscrits se dit tiens, ça, je vais peut-être le passer à Marie, ou je vais peut-être le passer à Myriam. Voilà. Et là, ça arrive sur nos bureaux à ce moment-là. Oui? Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que chacun de ceux qui lisaient un livre publié à l'étranger ou un manuscrit étranger le faisait dans sa langue. Oui. Alors, est-ce que Pas dans sa langue maternelle, le faisait dans la langue d'écriture qui n'est pas forcément sa langue maternelle, qui est rarement sa langue maternelle. D'accord. Est-ce qu'après, il devient traducteur du roman ou pas? Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Peut-être je finis juste sur les manuscrits et je réponds plus précisément à votre question. Donc voilà, après une fois qu'il est sur notre bureau, il tombe sur une nouvelle pile, celle des manuscrits à regarder le plus tôt possible, pouvant bien évidemment s'étendre toujours plus que l'auteur souhaiterait, toujours plus que nous-mêmes nous le souhaiterions. Mais voilà, on finit toujours par les regarder quand même. Et parfois, c'est un peu tard. Et puis parfois, ça se passe très bien. Oui. Vous avez parlé de relecteurs extérieurs. De lecteurs. Alors, pas de relecteurs, parce que relecteurs, c'est encore après dans le processus. Alors, les lecteurs extérieurs, ce sont des personnes qui, parfois, ont fait un stage chez nous au service des manuscrits et avaient déjà fait des lectures en tant que stagiaires. Et donc, ils ont un regard comme ça serré, ils ont la capacité de rédiger une note de lecture pour donner un avis de lecteur. Et donc, ce sont des personnes à qui on envoie un manuscrit en lui disant « Est-ce que tu peux me faire une note de lecture ?» Il le garde une semaine et il renvoie le manuscrit avec une note rédigée qui ne donne que son avis, mais cet avis-là est très précieux. C'est un avis subjectif, mais une lecture est subjective.
La richesse d'une note de lecture, c'est que l'argumentation qu'elle développe, normalement, peut permettre de sentir si ça va nous intéresser ou pas. C'est-à-dire qu'un lecteur peut être réservé, mais que sa note de lecture me laisse penser que moi, ça va m'intéresser. Ou à l'inverse, il peut être enthousiaste et que le collègue, en lisant la note, se dise « moi, ça me dit rien ». Mais ça permet d'aiguiller un peu mieux, justement, le manuscrit. Et souvent aussi, et le plus souvent à vrai dire, la note de lecture extérieure permettra de faire ce qu'on appelle un refus polyargumenté, c'est-à-dire un vrai refus étayé, long, qui se veut encourageant en fait, qui est un refus non, mais il y avait des bonnes choses, et voilà ce qui ne va pas, et voilà ce qui allait bien, mais voilà tout ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est le genre de refus qui, paradoxalement, fait quand même plaisir aux auteurs parce qu'ils voient qu'ils ont été très sérieusement lus, et parce que surtout la note de lecture leur donne des pistes pour améliorer leur texte. Alors, je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour répondre à la question de madame. Donc ça dépend en fait ça dépend des langues et ça dépend des personnes. Effectivement, votre question soulève un point que j'avais omis de préciser. Les directeurs de collection, je vous disais, ne sont pas salariés par Actes Sud. Ils sont rémunérés avec un pourcentage sur les textes qui paraissent dans leur collection. Sauf à être l'éditeur d'un best-seller, ça reste des revenus modestes. Donc ils sont tous autre chose par ailleurs. Donc certains sont professeurs. Timur Mouhidine, le directeur de la collection turque et prof à langues orientales à Paris, par exemple. Isabelle Rabu, qui dirige la collection chinoise et prof de chinois à l'université aussi. Et parfois, ils sont traducteurs. Alors, de fait, quand ils sont traducteurs, souvent, ils deviennent traducteurs. On évite quand même une espèce de monopole sur une collection parce que c'est riche aussi de je veux dire, tous les traducteurs apportent quelque chose à une collection. Et il y a la maison Actes Sud donc, et donc c'est toujours mieux d'ouvrir les portes que de les fermer, en tout cas c'est ce que je pense. Donc voilà, c'est très rare que... C'est vrai que sur la collection italienne, on a Marguerite Pozzoli qui a traduit beaucoup de textes de sa collection. C'est peut-être le cas le plus monopolistique, mais sinon Isabelle Rabu traduit, mais elle a des traducteurs qui travaillent. En revanche, dans tous les cas, le directeur de collection relit la traduction. Mais c'est lui ou elle qui choisit le traducteur. Et donc les traducteurs avec lesquels on aime travailler, dont on est content, on retravaille très régulièrement avec eux. Et dans la mesure du possible aussi, quand on est content du travail d'un traducteur, on fait suivre un auteur par un traducteur. Parce qu'il y a aussi là une relation qui se nourrit et qui s'entretient. Tout à fait, tout à fait. Et il y a un historique qui se construit petit à petit. Excusez-moi, les traductions sont-elles contrôlées par une deuxième personne pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur Alors justement, quand il y a un traducteur, il y a un directeur de collection qui relie la traduction, et il y a un éditeur qui, alors soit est en mesure de relire la traduction avec la langue d'origine en regard, donc qui vérifie une deuxième fois la traduction, plus souvent parce qu'effectivement, nous, en interne, on ne lit pas le chinois, le turc, l'hébreu et le reste, et le néerlandais et le reste, donc plus souvent, la troisième lecture, c'est une lecture qui porte essentiellement sur le français. Ce qui est très intéressant aussi quand on pratique un peu, c'est qu'on se rend compte que souvent, enfin moi ça m'est arrivé sur le persan, ça fait pas très longtemps que je travaille sur cette collection-là, mais j'ai eu 2 gros dossiers, parce que la traductrice n'était pas de langue maternelle française, donc c'était encore une autre mesure, enfin une autre façon d'intervenir sur le texte, parce qu'on pose des questions et on fait des propositions qui sont uniquement en fonction de la langue d'arrivée, mais qui sont forcément intéressantes puisque la personne qui a traduit possède mieux la langue de départ que la langue d'arrivée. Et en fait, on se rend compte que très souvent, quand il y a un problème dans le français, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension du texte d'origine. Et donc, même quand le traducteur est de langue maternelle française, je ne sais pas... sur une traduction, encore une fois, par exemple, du persan, mais où la traductrice était française, les endroits où c'était pas clair pour moi, où ça me paraissait pas cohérent en français, en posant une question, je mettais le doigt sur un problème de traduction auquel elle n'avait pas fait attention, ou même je pointais un contresens qui lui avait échappé, mais c'est parce qu'en français ça paraissait bizarre, ça sonnait bizarre, que du coup en retournant sur son passage, elle se rend compte qu'effectivement elle s'était trompée. Et ça arrive, alors on parlait de Claro tout à l'heure,
qui est un grand traducteur, qui est écrivain aussi, et qui a donc un rapport à la langue doublement riche, mais qui est un grand traducteur de l'anglais. Et il a une théorie selon laquelle le texte a une cohérence interne et que même une mauvaise traduction ne peut pas complètement dénaturer un texte, ce que je trouve assez intéressant. Et je l'ai entendu dire lui aussi que sur la traduction, on pourrait lire que la traduction et se rendre compte des contresens qu'il y a sans vérifier le texte de départ, parce qu'en fait, justement, ces contresens-là provoquent une rupture dans la cohérence interne du texte. En fait. Il faut aussi s'imprégner de l'esprit de l'auteur, savoir exactement ce qu'il a voulu dire avec tel mot, parce que traduire, c'est permis à tout le monde, tous ceux qui savent parler une langue couramment, mais il faut aussi s'imprégner de l'esprit et de la pensée de l'auteur pour pouvoir bien traduire le sens de la phrase, donner sa force. Oui, et puis ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, et là c'est pareil, je constate maintenant que j'ai un peu plus d'expérience en la matière, je constate que parfois les traducteurs débutants hésitent à le faire, alors que les traducteurs plus chevronnés le font naturellement, c'est d'écrire à l'auteur, alors quand il est vivant évidemment, mais de lui écrire en lui disant « est-ce que j'ai bien compris à cet endroit-là ?» Alors les traducteurs débutants hésitent parce qu'ils ont l'impression que l'auteur va paniquer, parce que l'auteur va se dire « mon Dieu, mais il a rien compris à mon livre ». Bon, évidemment, si on pose des questions à toutes les pages, ça peut être inquiétant, mais quand c'est sur quelques points, au contraire, en fait, ça rassure l'auteur, parce qu'il se dit « mince, il a une lecture très pointue, et souvent, évidemment, ça tombe sur des passages où, de fait, heureusement, quand on écrit, il y a toujours des choses qui peuvent être riches de sens et polysémiques, et voire jouer avec les mots, avec différents sens. Donc, le fait que le traducteur pose une question à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est au contraire le signe qu'il a parfaitement compris, qu'il y avait différentes choses qui pouvaient se jouer sur cette phrase-là. Et donc souvent les traducteurs débutants hésitent un peu à poser la question et puis après ils n'hésitent plus parce que normalement l'auteur est content. Il y a même des cas, là ça m'est arrivé tout récemment, on préparait le Babel de Lola Lafont, vous avez dû entendre parler parce qu'on en a beaucoup parlé de La petite communiste qui ne souriait jamais, qui est sortie en janvier chez nous. Et donc on va faire là au mois de mai un poche avec le livre qui était paru précédemment chez Flammarion, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Et donc j'étais c'est pas moi qui suis l'éditrice de Lola Lafont, mais je devenais son éditrice poche, et nous parlions du texte, et elle m'a dit au fait, il y a quelques erreurs qu'il faut qu'on corrige si c'est possible sur l'édition poche, et elle m'a dit en fait c'est mes traducteurs en anglais qui m'ont signalé ces erreurs-là. Donc c'est des erreurs en français qui étaient passées, à un endroit il manquait un mot, à un endroit il y avait une subtilité propre au basketball qu'elle ne maîtrisait pas, mais voilà, et l'éditeur français ne l'avait pas vu parce qu'on ne peut pas tout voir. Et en fait, le traducteur en anglais était tellement entré dans le texte qu'il lui a dit « mais là, il y a des trucs bizarres ». Donc c'est bien la preuve que les traducteurs lisent de très très près et ils sont très proches du travail de l'auteur. Alors on va revenir au travail de l'auteur, justement, et de l'éditeur, et au domaine français en même temps. Alors je ne sais pas si tu as reçu, toi, des manuscrits qui sont devenus des livres que tu as publiés toi-même chez tes auteurs, non? Mais on pourrait avancer un petit peu dans la chaîne de publication, et notamment de Mathilde Janin, donc, qui est un premier roman. Parce que je vois que l'heure avance malheureusement et qu'il faut un petit peu avancer aussi, nous aussi. Alors, la question du manuscrit est sympathique, mais la question qui serait derrière, ça serait quel est le type de relation que tu engages une fois la publication décidée avec l'auteur? Quel type de relation vous avez à la fois sur le texte et peut-être après sur des auteurs qui ont fait plusieurs livres? Comment ça se passe? Donc on saute quelques étapes. Oui, mais je vais faire une transition en fait, parce que du coup, en t'entendant poser la question, je me rends compte que je n'avais pas fini de répondre à la précédente. Je suis désolée. Mais on disait qu'il y avait 4 ou 5 livres qui voyaient le jour, qui étaient réellement issus des manuscrits. Et en fait, comme on publie évidemment beaucoup plus de livres par an, et notamment en français, on en publie, je vous disais, en moyenne 25, ces 25-là, ils viennent d'abord des auteurs qui sont déjà au catalogue et qui donc, quand ils écrivent un nouveau texte, envoient directement à leur éditeur ou leur éditrice. Ça paraît naturel. Et puis, il y a aussi, et j'arrive à ta question, et puis il y a aussi des enveloppes qui arrivent nommément pour Marie Demeure ou pour Myriam Anderson. Et ces enveloppes-là ne passent pas forcément par le service des manuscrits. Ce qui arrive chez Actes Sud, qui ressemble à un manuscrit et qui porte le nom du Bernicène, parce que ça arrive encore, même s'il est décédé depuis un an et demi,
Ça va ça va au service des manuscrits parce que c'est un manuscrit, c'est quelqu'un qui a trouvé le nom d'Hubert sur un site internet et qui l'a envoyé pour ça. Beaucoup de textes arrivent aussi au nom de Bertrand Pi, qui est le directeur éditorial, et tout ça va au manuscrit. Mais quand ça arrive avec le nom d'une éditrice, parce que nous sommes par définition moins connus que le directeur éditorial, c'est qu'a priori, c'est quelqu'un qui nous connaît ou qui connaît quelqu'un qui nous connaît, etc. Donc parfois ça échoue quand même au manuscrit, mais ça arrive immédiatement sur notre bureau, de toute manière. Du coup, ça passe pas par tous ces filtres-là, parce que c'est un peu plus rare. Je sais que, enfin, pour le coup, je ne sais pas si mes collègues font exactement comme moi, mais moi, quand j'ai un manuscrit qui arrive à mon nom, j'ai bien demandé au service des manuscrits que ça arrive chez moi, même si eux l'ouvrent et trouvent ça pas intéressant. Je veux que ça passe par chez moi parce que ça veut dire que je peux être amenée à croiser l'auteur dans un salon ou dans une librairie, et je veux savoir que c'est passé par moi. J'ai une assez bonne mémoire, donc même si finalement je ne l'aurais pas lu en entier, je me souviendrai du titre et du nom de l'auteur, et je veux avoir ce suivi-là. Je veux continuer à l'avoir tant que j'en reçois pas 50 par jour, et c'est pas tout de suite. Donc quand un manuscrit arrive avec mon nom dessus, je me demande toujours par qui c'est passé. Parfois la lettre l'explicite, parfois non. C'est vrai que pendant des années chez Actes Sud, dans les premières pages, c'est le cas du premier roman de Dominique Conil que j'avais publié. Ah ben non, c'était le moment où on venait d'arrêter, je ne sais même pas ce que c'est, malheureusement. Dans les premières pages des livres, à l'intérieur, on mettait éditeur de points, et on mettait le nom d'éditeur. Donc à cette époque-là, parce que ça a été la pratique commune chez Actes Sud pendant une vingtaine d'années, à cette époque-là, du coup, les éditrices, dont je n'étais pas encore, pouvaient recevoir un courrier qui disait « J'ai lu ça, je sais que c'est vous qui l'aviez publié, et donc c'est à vous que j'envoie mon texte. » Bon, maintenant, nous sommes modestes, donc nous n'avons plus nos noms dans nos livres, dans les livres que nous publions. Donc si quelqu'un nous écrit en nous disant « Je sais que vous êtes l'éditrice de un tel et un tel », fatalement, ça intrigue quand même. Et c'est ce qui s'est passé avec Mathilde Janin, en réalité, puisque j'ai reçu cette enveloppe qui était donc à mon nom. Donc je l'ouvre, je commence par lire la lettre, parce que souvent je commence par lire la lettre quand j'ouvre le manuscrit. Parfois j'ouvre d'abord le manuscrit, mais justement quand ça arrive à mon nom, je me demande toujours, tiens, pourquoi c'est nommément à moi que ça a été envoyé. Et donc Mathilde m'avait vraiment fait une lettre en me disant je vous envoie mon manuscrit, j'ai beaucoup aimé Carénage de Sylvain Coher, j'ai beaucoup aimé L'envers des autres de Kauter Adini, je sais que c'est vous qui êtes l'éditrice, donc c'est à vous que je voulais envoyer mon texte. Alors ça, évidemment, ça m'a intriguée tout de suite, parce que c'est rare qu'on reçoive des envois aussi ciblés, si j'ose dire. Et en l'occurrence, le manuscrit de Mathilde, alors après, j'ai réalisé que je l'avais croisé une ou deux fois dans les cercles de personnes qu'on connaissait, qu'on avait en commun, mais je lui avais jamais vraiment parlé. Et donc j'ai ouvert le manuscrit, et pour le coup, quand je vous disais sur 5 pages, on sait, j'ai lu le prologue de Riviera, ça s'appelait déjà Riviera, parce que des fois on change de titre au fil du processus, mais ça s'appelait Riviera. Et j'ai lu le prologue, il fait 3 pages, enfin, au format A4, il faisait 3 pages, et c'était un vendredi, j'ai pris tout, je suis partie en week-end avec parce que j'étais accrochée par le prologue. Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais je savais que là, il y avait une voix, il y avait une écriture, une énergie. Je voulais avancer en tout cas. Je n'allais pas le poser sur la pile, je le regarderai plus tard, je voulais le lire tout de suite. Et ça, c'est de l'ordre, alors je ne vais pas vous dire du coup de foudre parce que c'est un peu à côté de la plaque, mais c'est de l'ordre de l'envie en tout cas, de l'envie immédiate, de l'appétit, de la curiosité immédiate. Vous savez, c'est un peu comme, en venant en voiture, là tout à l'heure, j'écoutais la radio et il y avait un truc qui commençait et je me disais, ah c'est pas mal. Et je me suis dit, ah, ben, je le ressortirai ce soir, donc je le ressors. C'est un peu comme quand on entend une musique qu'on n'a jamais entendue, c'est la première fois qu'on entend ce truc, mais en fait, aux premières notes, on se dit, ah c'est quoi ça? On a l'oreille qui se dresse, ou alors on n'a même pas entendu les premières notes et puis on va zapper de radio parce que ça n'a pas retenu l'attention. Et ça arrive quand on entend pour la première fois un morceau, soit du classique ou de la pop, tout de suite l'oreille se dresse malgré soi. Et bien finalement, quand on ouvre un manuscrit, il y a un peu ça, c'est-à-dire si tout de suite il y a cette curiosité, cette envie d'aller plus loin, ça ne veut pas dire qu'on va publier, pas forcément, mais ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et parfois il y a des histoires, alors ça n'a pas été le cas de Mathilde parce que ça a donné lieu à une publication, mais parfois il y a des histoires qui commencent par un refus en réalité.
alors, du coup, je prends l'exemple de Sylvain Coher, puisque j'en parlais à l'instant, puisqu'on parlait des démarrages. Alors, Sylvain, pour le coup, je l'ai rencontré un soir dans une librairie, une rencontre de librairie où j'étais allée pour retrouver des amis, etc. Et des amis d'amis me présentent Sylvain Coher en me disant il a déjà publié 4 romans, mais il aimerait changer d'éditeur, il veut vraiment trouver quelqu'un avec qui faire plusieurs livres. Donc on présente Sylvain, on échange 3 mots, on fait connaissance 5 minutes. Il avait l'air très sympathique, apparemment je crois que je lui ai paru sympathique aussi. Et puis voilà, et puis on boit un pot parce que c'était une rencontre en librairie, et puis après il y avait un verre de vin, et puis sans plus. Sauf que moi je pars de là, il m'avait bien plu, mais je ne savais pas encore ce qui allait se passer. Et je suis allée acheter ses livres pour lire ce qu'il avait déjà publié, puisqu'il avait déjà publié en l'occurrence. Et j'ai adoré ce qu'il avait publié. Donc là c'est moi qui suis revenue vers lui en lui disant je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, j'ai beaucoup aimé Hors Saison et Lessing. Je serais ravie, puisque vous voulez changer d'éditeur, que vous m'envoyiez un jour un manuscrit, etc. Et finalement, le manuscrit qu'il m'a envoyé ensuite ne m'a pas convaincue. Et alors là, c'était horrible. C'était horrible parce que je rêvais de travailler avec lui. J'avais adoré. Donc j'avais lu 4 livres. Il y avait un 5e, je n'avais pas encore lu à l'époque. Enfin, on s'en fiche. Mais je savais que je voulais travailler avec cet auteur. Et j'ai reçu un manuscrit qui ne me convaincait pas. J'étais très, très, très embêtée. Et c'était le manuscrit de carénage. Non, c'était pas du tout carénage. Non, pas du tout. Justement, pas du tout. Il y a des histoires qui commencent. Non, mais il faut que tu ailles le chercher, c'est pas possible. C'est pas vrai. Et donc, j'ai revu Sylvain. Je lui ai expliqué très, très penaude et en même temps très honnête ce qui, selon moi, ne fonctionnait pas. Et en même temps en lui disant que j'étais très embêtée de ne pas aimer parce que vraiment j'avais très envie de travailler avec lui. Enfin, c'était compliqué, c'est là que c'est compliqué parce que, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'exercice d'équilibriste où il faut dire non parce qu'il faut être honnête. Je veux dire, c'est le début d'une relation auteur-éditeur, ou en tout cas peut-être le début d'une relation auteur-éditeur. Si on n'est pas honnête là, c'est foutu d'avance. Donc il faut être honnête, c'est ce qu'on doit à tous les auteurs, y compris ceux auxquels on refuse des manuscrits. Et en même temps, j'avais tellement envie qu'il m'envoie un jour autre chose que c'est un numéro d'équilibriste assez étonnant, assez dangereux peut-être, enfin dangereux, proportion gardée évidemment. Mais ça ne m'a pas découragée de m'envoyer un autre manuscrit que j'ai immédiatement adoré et qui est devenu Carénage.